Arrive-t-il dans ce monde des êtres qui, sans vouloir nécessairement chercher à nuire aux autres, tournent simplement le regard pour ne pas discerner une action nuisible à l'ensemble de l'humanité? J'ai une formation de médecin stomatologiste, c'est-à-dire c'est la spécialité médicale qui s'occupe de la bouche, des dents et des maxillaires. Mais là, je n'exerce plus, je suis retraité. Ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à tout un tas d'autres trucs que la médecine. La médecine, c'était mon métier. Bon, ça m'a permis de connaître parfaitement le fonctionnement et l'anatomie du corps, ce qui est un atout pour s'occuper de médecine alternative, mais je dois dire que depuis quelques années, j'ai pas mal rejeté une partie de ce qu'on m'avait appris, notamment concernant la pathologie, en me rendant compte que c'était plus nuisible et faux ou nuisible, ou les deux, qu'utile et vrai. Je veux dire, dans votre parcours de vie et dans votre métier, ça ne vous a pas déçu de cette sphère professionnelle? Ah bah mais alors là, si vous voulez qu'on parle de ça, ça va pas être un problème. Pasteur et Béchamp, oui. Alors ça c'est l'escroquerie du siècle, ça. On a enterré Béchamp, qui était pour notre plus grand malheur celui qui avait raison. Et on a porté au nu un pasteur qui est un escroc et un salopard à la solde de ceux qui veulent détruire une partie de l'humanité. Je le dis tout net, malheureusement, la biologie moderne qui est fausse, en plus en utilisant le terrorisme, car le terrorisme, c'est faire pression sur les gens par la terreur. Or, qu'est-ce que c'est les vaccinations ? C'est dire, si vous ne vous vaccinez pas, vous allez mourir, ou vous allez avoir c'est du terrorisme, c'est de la pression mentale, c'est de la manipulation mentale en utilisant la peur.
je pense qu'il y a réellement un mystère dans tout ça. Moi, je me préparais vraiment à mourir. Là, actuellement, je suis dans un état un peu d'observation et de grande surprise parce qu'effectivement, je me sens pas du tout en train de mourir. Pas en tout. Elle pète le feu, en fait, je vous le dis. Moi, là, ça fait 3 mois là, que je suis ici, je suis pas capable de la suivre. C'est vrai. Puis, je veux dire, c'est tellement un mystère pour moi que la personnalité qui vivait dans la peur, la personnalité qui pouvait vivre aussi dans une certaine forme de... Dans la vie, on doit être en survie, on doit travailler fort, on doit faire plein de choses. Là. Vu que je pensais que j'allais mourir, j'ai comme relâché tout ça, moi. Puis en relâchant tout ça, on dirait que mon corps a fait merci. Puis que là, ben, il a pris sa propre indépendance quasiment. Tu sais, je vais plus du tout à l'hôpital. Là. C'est terminé pour moi, cette affaire-là. J'ai plus de notion de maladie. J'ai plus de notion de... J'exprime des affaires, mais en dedans de moi, la paix qui s'est installée, elle reste constante. Moi, je disais tout le temps, si je peux trouver la paix intérieure, le paradis, je l'imaginais comme ça. Pour moi, il se vit à l'intérieur de moi un processus naturel. Tu sais, il y a notre amie Martine Vallée qui a quitté avant hier, là. Puis Martine et moi, on communiquait quand même de temps en temps, puis on vivait un peu la même chose, tu sais. Qu'est-ce qui fait que Martine est décédée, puis que moi, je suis encore là? C'est un grand mystère pour moi. Puis encore ce matin, ma mère parlait avec son médecin à elle, puis elle disait à son médecin que sa fille avait eu un léomyosarcome utérin, puis quand elle a dit que je n'étais pas décédée, ben là, il a dit je comprends pas, là. Non, parce qu'au départ, c'est un cancer galopant, agressif. Tu devrais être morte depuis un bout de temps. On le sait. Alors, mais la condition, c'est que moi, je t'ai pas vu souffrir du tout. Suite à l'opération, moi, comme j'avais puis la récidive, qu'on peut dire, ou en tout cas la masse qui avait encore grossi, j'avais une pression dans la vessie. OK? Fait que ça, je le sentais. Puis la pression dans la vessie faisait en sorte que des fois, ça pouvait faire comme un certain écoulement. Fait que je mettais une serviette sanitaire. Puis à un moment donné, j'ai eu vraiment des grosses crampes. Puis à un moment donné, j'ai senti comme une espèce de floc, là, comme quand j'ai perdu mes os quand j'ai eu mes bébés. Ouais. C'était exactement la même affaire. Mais c'est là, comme tu si j'avais perdu. Que c'était une hémorragie. J'étais sûre que c'était une hémorragie. J'étais sûre que c'était du sang. Puis finalement, c'était pas ça. Là, je me suis dit, bon, ou bien vraiment ça va pas bien, là, ou bien je suis en train de me libérer. J'ai évacué ce qui était pas bon, tu sais. Mais ça, c'est un mystère. J'ai jamais su. Puis moi, si je peux dire quelque chose, c'est que par rapport à moi, comment je le vis, c'est que j'ai accueilli la mort. J'ai accueilli que c'était un processus naturel. Alors, j'ai eu aucune lutte à l'intérieur de moi. Je me préparais à mourir. Drôle de revers de médaille, mais je me préparais. Alors, au lieu d'essayer de trouver toutes sortes de façons d'empêcher ce qui allait se produire dans mon corps, donc de bloquer le processus en me disant je vais faire de la chimio ou bien je vais aller faire des médecines alternatives ou je vais prendre telle potion, telle affaire, j'ai dit non. Mon corps est en train de vivre un processus qui est naturel, je vais lui faire confiance. Puis, je suis partie du processus aussi, je me dis la vie est amour. Donc, la vie me propose des expériences pour me faire évoluer et pour me faire grandir. Alors, le cancer en est une. Alors, je ne vais pas me battre contre le cancer. Je vais l'accueillir, je vais l'aimer à la limite. Et je vais laisser mon corps faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'était vraiment mon alignement. Puis là, ce que ça me dit, c'est que mon alignement, en tout cas, me garde en vie. En vie, en forme. En forme, non avec souffrante. Avec beaucoup d'énergie et non souffrante. C'est ça. Ouais. Alors, tu sais, on me disait, chimiothérapie, tu vas avoir, ça pourrait être prolongé de 2 ans. Ben là, je suis dans ma 3e année, sans chimio, sans souffrance. Et le sida, d'ailleurs, on sait parfaitement le guérir, soit en utilisant le MMS1 de Jim Humble, le zapper marche aussi. Hulda Clark, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La guérison de toutes les maladies ». Et alors, quand vous utilisez comme elle la base de sa théorie, c'est que tout homme élimine un certain nombre de déchets sous forme de micro-organismes, alors qui sont soit carrément des parasites, soit des champignons, des levures, des bactéries ou des virus. Et c'est comme des poupées russes, c'est-à-dire les plus petits sont dans les plus gros.
C'est-à-dire les virus sont dans les bactéries dans les levures dans les champignons, etc. Et donc la théorie vérifiée, parce que Hulda Clark c'était quand même une biologiste qui a été martyrisée parce que comme elle n'était pas médecin, immédiatement elle a eu un procès pour exercice illégal de la médecine et ils l'ont foutue en tôle. Super. Seulement, comme elle avait à l'époque environ 3000 cancéreux que la science officielle avait déclaré, il leur avait dit, écoutez, on ne peut plus rien pour vous, hein, donc soit dit en passant, retournez chez vous et mourrez tranquille. Et elle en avait 3000 comme ça en rémission plus ou moins complète, avec son zapper. Alors ces 3000 personnes se sont mobilisées. Ils ont réussi à la faire sortir de prison, ce qui fait qu'elle a fait que 3 mois, mais elle a quand même fait 3 mois ferme. Effectivement, il y a un procès qui a démarré où en février 2012, j'ai eu une inspection de l'Agence régionale de santé qui est venue surtout pour vérifier comment je pratiquais mes tests de la maladie de Lyme. Et là, ils ont vu 4 appareils qui faisaient chacun 10 tests de Western blot qui fonctionnaient en même temps, le matin et l'après-midi. Les inspecteurs ont été complètement sidérés en disant « mais on n'a jamais vu ça ». Bon bref, alors on m'a fermé mon laboratoire pendant 1 mois en me disant « Madame Chalère, c'est vous, comme ça, qui avez décidé qu'il fallait les faire systématiquement, pas question ». Alors, une fois que mon labo a été rouvert, eh bien, pendant 3 mois, j'ai décidé effectivement, en disant aux personnes qui s'adressaient à moi « Écoutez, je suis désolée, mais on ne veut plus rembourser les Western blot. Est-ce que vous êtes d'accord de les payer de votre poche ?» Pas de problème, on veut un test fiable. Voilà. Même le directeur de l'ARS a dit nous cherchons un moyen juridique d'empêcher Mme Chalère de faire les Western blot. Et le moyen juridique, il était difficile à trouver parce que je respectais le GBEA, c'est-à-dire le guide de bonne pratique d'exécution des analyses médicales. Eh bien, il peut modifier les pratiques en fonction de ses observations, en fonction de revues scientifiques nationales ou internationales. Et donc, ce que je faisais était parfaitement dans les règles légales. Donc, ils étaient très embêtés pour m'empêcher de le faire parce qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de prouver que j'étais dans l'erreur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont trouvé que j'avais pas assez de personnel. Parce que donc, je mettais, soi-disant, en trouvant trop, d'après eux, trop de Lyme, je mettais en danger la santé publique. Voilà. Donc, ils ont fermé mon laboratoire du jour au lendemain. Et moi, je n'y croyais pas parce que je me suis dit, c'est pas possible d'avoir une telle sanction pour des raisons aussi. Le président de Cronimed qui m'a dit « Qu'est-ce que j'apprends, Madame Chalère ?» On a fermé votre labo. J'ai dit « Non, ne vous inquiétez pas, je résiste, ils n'ont aucun argument, ils n'ont qu'à me donner des arguments valables. » Et le professeur Montagnier, en personne, j'étais très flattée, a pris le téléphone, a dit « Madame Chalère, écoutez, on vous soutient, on ne peut rien contre l'ARS, mais on est avec vous. » Et puis ensuite, il y a eu le procès du 18 septembre 2012. Là, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez d'éléments en main pour juger la question. Ça a été reporté de 6 mois en 6 mois jusqu'au 23 septembre 2014. Il y avait des témoins qui étaient là, dont le professeur Perron, qui est l'expert français qui est de notre côté et qui a très bien compris qu'au Centre national de référence sont peut-être trop attachés à des réglementations officielles qui dépendent un petit peu de certains lobbies. Voilà, je ne vais pas trop insister, mais enfin c'est comme ça. Et donc le professeur Perron est venu témoigner pendant 3/4 d'heure à mon procès en disant, voilà, il est clair que les tests ELISA ne sont pas bons. On passe à côté de très nombreux diagnostics parce que les tests ELISA, tenez-vous bien, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le seuil de positivité est réglé en fonction de 5% maximum de personnes qui seraient susceptibles d'avoir Lyme. Donc on maintient la maladie de Lyme comme étant une maladie rare. J'ai été d'abord généraliste
Et c'est là que j'ai commencé à remettre en cause la médecine officielle parce que, en fait, la pratique des vaccinations chez les tout petits bébés entraînait véritablement une véritable catastrophe sanitaire pour ces enfants qui étaient malades. Alors, j'étais dans l'Aveyron, dans un climat rude, mais c'était des enfants qui étaient natifs de là-bas, qui étaient de souches paysannes robustes, et ils étaient malades régulièrement 20 à 25 jours par mois, donc pendant tout l'hiver, c'était pas normal. Donc c'est comme ça que, au bout de plusieurs années, j'ai commencé à comprendre que cette médecine n'était pas forcément aussi bien et aussi merveilleuse que ce qu'on m'avait enseigné pendant mes années de faculté. Lorsque l'État français a lancé la campagne de vaccination hépatite B dans les collèges et les lycées, je ne sais pas pourquoi, là j'ai trouvé que c'était vraiment trop. J'ai écrit à mes confrères du Vaucluse en leur demandant d'être prudents. On ne pouvait pas prévoir, d'ailleurs les laboratoires eux-mêmes le reconnaissaient, on ne pouvait pas imaginer les répercussions possibles à long terme, donc c'était quand même à faire avec prudence. Et alors immédiatement, il y a eu des plaintes contre moi devant le Conseil de l'Ordre parce que j'avais osé remettre en cause ce fameux dogme vaccinal qui est le dogme du grand Dieu Louis Pasteur, n'est-ce pas? Donc ça, en France, il n'y a pas un village qui n'ait pas sa rue Louis Pasteur ou son monument Louis Pasteur. Voilà. Donc ça a été un petit peu le début d'une guerre qui a duré 2 ans. Et en avril 1996, j'ai démissionné de l'Ordre des médecins après avoir eu comme sanction une radiation à vie pour délit d'opinion. Le problème de beaucoup de thérapeutiques que prône la science officielle, on va l'appeler comme ça, entre guillemets, parce que elle a d'officiel parce qu'elle est autoproclamée, et elle n'a de science que le nom qu'elle a voulu se donner. Parce que moi, à mon avis, il y a belle lurette qu'elle a déviée et que c'est plus du tout ni de la science, ni officiel. On va dire les gens qui sont en place et qui se prennent pour des grands savants, s'ils se donnaient la peine... Alors, je me suis dit, ma foi, ça doit être parce que, bon, ils n'ont pas le QI. Hein. Ouais. Alors, je me suis dit, ils doivent être idiots. Ouais. Puis en fait, non. Je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas idiots, c'est pire que ça, c'est volontaire. Mais on m'a tout de même condamné parce que j'ai prescrit de l'huile essentielle. Alors ça c'est très grave, hein, parce que les médecins ont bien le droit de prescrire de l'homéopathie, de la phytothérapie, et l'aromathérapie ça fait partie de cette branche. Alors pas mal de médecins prescrivent des cures thermales, et c'est très bien vu, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors, si vous prescrivez de l'huile essentielle, bon, vous êtes un mauvais médecin, et puis on vous condamne. Hein, parce que moi j'ai eu énormément de gens qui ont été traités pendant 3-4 semaines, même à l'hôpital avec des perfusions pendant 1 mois, et qui viennent 6 mois après ou 1 an après avec les mêmes symptômes. Pour la syphilis, hein, qui est une bactérie voisine, on traite ça sur 1 an, 2 ans. Hein. Et là, curieusement, pour la maladie de Lyme, on n'a pas le droit de les traiter au-delà de 3 semaines. Donc, on est au cœur du problème, c'est l'argent, et ça déplaît à beaucoup de gens. Ça fait 20 ans maintenant que je m'occupe de cette maladie. J'ai signalé au ministère de la Santé le grave problème du sang contaminé. Oui, la transmission par transfusion sanguine a été constatée chez les souris, mais il n'y a encore aucune étude qui a prouvé qu'elle se fait chez l'homme. Donc, il n'y a pas lieu de statuer sur le sujet. Or, tous les donneurs de sang bénévoles ne subissent même pas le test minimum ELISA. Et on pratique 1 million de transfusions sanguines par an en France. J'ai écrit des lettres recommandées avec accusé de réception à 3 ministres de la Santé successifs. Je n'ai jamais eu de réponse. Actuellement, vous allez chez un médecin, vous soupçonnez vous-même avoir la maladie. Lui, il ne veut que la confirmation par un examen. Et donc cet examen, c'est le test ELISA. Et le test ELISA lui revient dans 70% des cas négatifs.
Il s'agit de l'ITSA qui a imposé sa thèse. Il faut savoir que tous les membres de cette société ITSA ont été confondus devant les tribunaux américains pour conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, qui n'a aucun intérêt à guérir les malades. Plus il y a de malades, plus ils vendent de médicaments, surtout avec 800 symptômes et maladies différentes. Vous savez, ça me fait plaisir de discuter avec quelqu'un comme vous, et surtout quand alors, vous êtes un médecin, mais comment ça se fait? Vous êtes cogné sur la tête, vous avez eu un traumatisme crânien pour être autant ouvert d'esprit et venir de la médecine? Non, comment pas ça du se tout. fait, ça? Quand on a dessous de bon sens et puis qu'on s'aperçoit que certains... Moi, je voyais qu'on nous réclamait sans arrêt des milliards pour la recherche sur le cancer. Or, moi, quand j'étais étudiant, à la fin de mes études, on guérissait un cancer sur 2. Oui. Officiellement. Je suis rentré en médecine en 68, je suis sorti de mon métier en 2010. C'est quand même extraordinaire qu'on ait fait zéro progrès avec les milliards qui ont été... Parce que de nos jours, dans le meilleur des cas, on guérit toujours un cancer sur 2. On n'a pas progressé de ça. Alors les milliards, ils sont passés où? Oui. Et ils ont servi à quoi? Oui. Parce que ça, c'est du pipeau. Alors... Quand vous avez dessous de bon sens, ben vous vous mettez à réfléchir. Alors bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Oui. Et alors quand on lit et qu'on réfléchit, on est obligé de tirer certaines conclusions, quoi. Si jamais il y a des gens qui vont dire, oh, la théorie du complot et tout. Le H1N1, oui. Dont on a annoncé que ça allait tuer des milliers de personnes et pour lesquelles elle a acheté je ne sais pas combien de milliers de doses de vaccins qui ont été à la poubelle et ça nous a coûté à l'époque la bagatelle de 100 ou 200 millions d'euros ou je ne sais plus combien. Parce qu'en fait, ça, c'est des instruments de destruction massive. Hein, c'est rien d'autre. Et ceux qui n'y croient pas, mais ce n'est pas une question de croyance, ils ont qu'à aller vérifier. Ils ont qu'à... ça les fait pas réfléchir. Donc Georges Lakhovsky, donc comment s'appelle ce générateur? Ça s'appelle un holome. C'est un acronyme pour désigner un oscillateur à longueur d'onde multiple. Il faut d'ailleurs savoir que quand il a été très probablement assassiné, il a mis les pieds à New York une semaine. Au bout de quelques jours, il s'est fait passer dessus par une bagnole. C'est plus que suspect, surtout que quand il est mort, ces fameux holomes, il y en avait 30 000 en fonction dans le monde entier. Et même un institut au Paraguay, à Montevideo, qui fonctionnait jour et nuit et qui faisait que ça. C'est-à-dire, c'était une clinique où on soignait les gens de partout avec des machines de Lakhovsky.
Quand une épidémie apparaît, de grippe ou d'autre chose, à Paris, nous prenons le métro, l'autobus, c'est-à-dire que tous ceux qui mettent le pied hors de chez eux récoltent dans la journée 10 fois ce qu'il faut pour attraper la grippe ou l'épidémie qui circule. Cependant, au maximum 20% de la population tombe malade. Pourquoi? Parce que les autres avaient un terrain, une autodéfense, que la maladie a dû reculer. Prenons un exemple où nous avons des preuves extrêmement précises. Les accidentés de la voie publique à Paris. Quand on fait l'autopsie, 96% présentent des lésions de tuberculose actives ou cicatrisées. Sur ces 96%, vous en avez au moins 60 qui vous jureraient de la plus parfaite bonne foi qu'ils n'ont jamais eu la moindre attaque de tuberculose. Et cependant, ils l'ont eu, mais ne l'ont pas soupçonné. Ils n'ont pas eu les signes cliniques, ils n'ont pas été malades et ils ne se doutent pas qu'ils étaient touchés. Et c'est bien une guérison spontanée qui les en a guéris. Ça ouvre tout de suite notre esprit sur certains horizons. Donc, pour qu'il y ait maladie, il faut 2 choses. Il faut une attaque et il faut un terrain qui permette à cette attaque définie de s'installer. Il y a donc des individus qui ne peuvent pas tomber malades. Et j'ai la prétention maintenant d'être un de ces individus. Mais je ne suis pas tout seul, c'est que j'ai tous mes cobayes d'expérience. Prenez un cobaye en parfaite santé, un de mes cobayes d'expérience, avec le même virus, piquez-les tous les deux, l'un claque en 8 jours et l'autre continue à se porter comme un charme. Parce que nous sommes arrivés à développer chez nos cobayes un sens de l'autodéfense tel, et on constate des choses absolument invraisemblables que l'on n'aurait jamais soupçonnées. L'animal piqué avec du VBK virulent, il construit autour du point d'inoculation un espèce de petit kyste membraneux et ne pouvant pas lutter contre le microbe, il le met en prison, il l'enferme. Et alors nous constatons que il faut à peu près 3 mois pour que le virus finisse par perdre sa virulence et qu'il faut à peu près 5 ou 6 mois pour qu'il y ait résorption totale du kyste qui s'était formé. Tout ce que nous faisons n'a d'autre but que d'agir sur l'autodéfense du sujet. Ce que nous avons découvert, ce qui était pressenti par Sabatier, c'est qu'il y a, au-delà des vibrations, des 3 familles de vibrations connues et explorées, la première famille, les vibrations de la matière, dont la fréquence atteint 10 puissance 4. La deuxième famille, les courants électriques, dont la fréquence peut atteindre 10 puissance 12. Et la troisième famille, les champs magnétiques, dont la fréquence peut atteindre 10 puissance 24. Il y a une 4e famille de vibrations que nous avons baptisées les ondes biologiques. Et René Barthélemy, dont je vous parlais tout à l'heure, a passé 6 mois à essayer de trouver le détecteur de la 4e famille. Et il ne l'a pas trouvé et il n'est pas encore trouvé. Et cette 4e famille, ce sont les ondes qui sont à la base de la vie. Comment peut-on les utiliser? J'ai mis très longtemps à me décider. Parce qu'évidemment, quand on dit des choses aussi étranges, on passe ou pour un fou ou pour un charlatan. J'ai la chance en France d'être suffisamment connu pour que lorsque je mets ma signature en bas d'un rapport, on ne dise pas que c'est l'œuvre d'un fou ou d'un charlatan. Et puis, je suis vieux, malgré que je ne me sois jamais senti aussi jeune et en aussi bonne santé, il peut m'arriver en accident. Je n'ai pas voulu courir le risque que tous ces travaux disparaissent. Si vous avez été dans une ferme un jour où l'eau tombe à sous, vous remarquez que les canards, qui avaient cependant leur bac plein d'eau et tout et qui ne l'utilisaient pas, se précipitent sous les filets d'eau qui dégoulinent des gouttières pour boire cette eau comme si c'était une friandise.
vous vous apercevez que si vous avez eu une pluie d'orage, vos salades qui végétaient la veille se mettent à pousser à grande vitesse et même à monter. Mais j'ai cherché à définir ça en travaillant sur des animaux, puis en travaillant sur des plantes. Alors là, j'ai dit tout de même, on ne me dira pas que je suggestionne mes pommes de terre ou mes betteraves. Et alors, ces radiations, qu'est-ce que c'est? Ces radiations, elles font partie. Ne me demandez pas une explication, car le plus grand savant de notre époque ne pourrait pas vous la donner. De ce que l'on appelle le rayonnement cosmique. Or, le rayonnement cosmique, nous ne savons pas ce que c'est. Et nous découvrons tous les jours des choses nouvelles que nous n'expliquons pas. Donc, nous captons ces ondes dans le flux cosmique. Pour les capter, l'appareil initial qui a servi à la découverte est excessivement simple. Il suffit simplement d'avoir une grande antenne, et à un bout de cette antenne, vous fabriquez un condensateur, et je mets 2 séries de plaques en laiton au lieu de la série de plaques en plomb. Et au lieu de mettre une électrolyte, je coule comme diélectrique de la cire d'abeille. Le phénomène ne se produit rigoureusement qu'avec de la cire d'abeille et rien d'autre. Si vous analysez à l'oscillographe cathodique la décharge, vous constatez ceci. Vous avez un trait énorme et flou, photographié au millionième de millimètre, se révèle être fait par des oscillations d'une invraisemblable fréquence qui chevauchent le trait initial et le transforment en ce trait énorme et flou. Vous en comptez 200 ou 300, c'est-à-dire que la fréquence est absolument invraisemblable. Or, j'ai eu la surprise de découvrir les travaux de 2 savants hindous qui venaient de découvrir en même temps que moi le phénomène et qui avaient fait un rapport à l'Académie des sciences sur ce qu'ils ont appelé, la traduction, les grâces harmoniques, les harmoniques en forme de gazon provoquées par la présence de cire d'abeille sur les électrodes d'un appareil à décharge. À l'autre bout du condensateur, il y a un bout de fil. Un beau jour, nous avons découvert que un crayon d'électricien chercheur de pôle s'allumait sur le fil où il n'y avait aucune espèce de courant décelable. Barthélemy m'a dit, nous allons tout de suite avoir la fréquence. Il me fait apporter une boîte d'environ 1 mètre carré dans laquelle il y avait une infinité de petites lampes étalonnées à toutes les fréquences. Nous en prenons une et elle s'allume. Barthélemy me dit ça, alors tombé du premier coup juste sur une telle quantité, il y en avait peut-être 1000 là-dedans. Il me dit, c'est invraisemblable. Mais je lui dis, essayez-en une autre. On en essaie une autre totalement différente, elle s'allume. Elle s'allumait toutes. J'ai utilisé tous les appareils qui ont été faits pour détecter les 3 familles connues d'ondes vibratoires, mais tous restent résolument muets devant des phénomènes semblables de la 4e famille, comme la lampe qui s'allume. On penserait qu'on va avoir une réaction d'une boussole, d'un électroscope, de quelque chose. On n'a aucune
Or, à l'époque, j'avais déjà constaté que cette eau avait une action indiscutablement tonique sur les organismes vivants, mais quand j'ai parlé à des médecins de faire des essais, ils ont levé les bras au ciel. Vous nous dites vous-même que vous êtes à des fréquences au-delà des rayons X. Or, vous savez ce qu'ont donné les séquelles des rayons X. J'ai dit les séquelles, les résultats, retardement, ça peut intéresser d'autres. Moi, actuellement, ça ne m'intéresse pas, tant pis. Je risque le paquet. Et je me suis mis à boire de cette eau d'une façon d'ailleurs absolument déraisonnable. Le résultat est absolument stupéfiant. 4 à 5 mois après, je ne présentais plus la moindre trace de l'infarctus du myocarde. Je n'avais même pas dans les diagrammes ce qu'on appelle la cicatrice de l'infarctus. Et quand je suis rentré à Paris, je suis allé voir Porte, qui avait pris la précaution avant de me laisser tenter l'expérience de me prendre des radios, toutes sortes de contrôles et tout, et qu'on a superposé mes radios à celles prises 5 mois avant, on a eu la stupéfaction de constater que certaines choses considérées comme impossibles actuellement médicalement s'étaient produites. Par exemple, que l'aorte déroulée spiralée que j'avais 5 mois auparavant s'était presque complètement reconstituée. Et si je montre à un docteur mes radios de 45, il me dira « c'est pas vous ». Tous les résultats ont été publiés. Et puis un jour, un docteur m'a dit « moi je risque le paquet ». Médecin-chef de l'hôpital de la Fraternité à Roubaix, il m'a dit « envoyez-moi vos appareils, il n'y a qu'un moyen de savoir si vraiment vous ne vous trompez pas. Nous allons mettre tout l'hôpital pendant 6 mois au régime de votre eau. Les infirmiers, le personnel hospitalier, les malades, les femmes en couche, les opérés, tout le monde y est passé. Et pendant 6 mois, on a donné à tous, 3 fois par jour, un petit verre à liqueur d'eau traitée. Le résultat était le suivant. Première constatation. Dans la plupart des cas, la durée de la maladie est réduite d'1 tiers. Il n'y a pas de séquelles ni de rechute. Deuxième constatation. Il n'y a pas eu de contre-indication d'aucune sorte. Troisième constatation. Le psychisme du personnel non malade a évolué de façon curieuse et les réclamations dont nous étions continuellement assaillis ont disparu à la fin du 2e mois. À la suite de ce rapport, bien entendu, l'Académie de médecine a publié dans ses bulletins à 2 reprises des rapports extrêmement élogieux sur les résultats. Et dans mon pays, la sécurité sociale a cru qu'elle allait faire quelque chose. Grâce à ça, nous allons dépeupler un peu les hôpitaux, nous allons faire de la place. Seulement, il y a les gens de métier, et il y a les parlementaires, et il y a les lois. L'Académie de médecine a commis l'erreur de mettre à la fin de son rapport que cette eau n'avait aucune contre-indication, aucun effet spécifique, qu'elle agissait uniquement en éveillant dans l'organisme un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant, et que par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un médicament. Alors là-dessus, étant donné les lois qui nous régissent, on m'a dit, mais monsieur, la sécurité sociale ne peut pas rembourser votre eau. Ce n'est pas un médicament. Alors, la Caisse nationale de la sécurité sociale demande à corps et à cri que l'eau soit diffusée, mais la sécurité sociale reste impavide et ne veut rien savoir. Obtenez un visa. Tant que vous n'aurez pas de visa, vous ne serez pas remboursé. Je ne peux pas obtenir de visa. Pour avoir un visa, il faut que je donne la composition chimique. Or, si vous faites analyser de l'eau en période d'utilisation, c'est-à-dire ayant moins de 3 à 4 mois, vous ne trouverez rigoureusement rien, car c'est son état vibratoire, sa charge de radiation vitale qui lui donne son action réelle. Vous savez que quand on plante des pommes de terre, si vous en gardez de votre récolte pour les planter, vous aurez une deuxième récolte plus mauvaise que la première. Or, nous avons donc planté ensemble des pommes du plan neuf de Hollande et à côté du plan neuf traité par nous. La récolte a été très sensiblement meilleure dans le plan traité par nous. Nous nous y attendions, c'était très bien.
Mais nous avons dit, nous allons les replanter pour voir un petit peu ce qui va se passer. Nous les avons replantés, après avoir retraité la récolte, bien entendu. Nous avons eu 6% en tonnage de plus que du plan neuf à nouveau. C'était déjà bien. C'est donc déjà très intéressant. Mais quand nous avons envoyé ces pommes de terre à analyser, la féculerie a été immédiatement alertée en nous disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il y a 23% de fécule au lieu des 17 que nous sommes habitués à trouver dans ces pommes de terre. Ah, tiens. Nous avons encore conservé du plan dans cette récolte. Nous l'avons retraité, nous l'avons replanté. 27% de fécule. Là-dessus, je reçois la visite d'une délégation des féculiers de France en me disant, ben c'est bien simple, vous allez nous mettre tous en faillite. Parce que le marché de la fécule est très limité. Si nous nous mettons à traiter des pommes de terre à 27% de fécule, d'abord les gens ne vont plus nous acheter de semences, c'est nous qui sommes les fournisseurs de la semence d'abord, les acheteurs des pommes de terre, nous les traitons, mais au lieu de 4 mois de saison de pommes de terre, n'est-ce pas? Mais en 2 mois, 2 mois et demi, nous allons faire la quantité de fécule. Et puis nous n'allons pas acheter la quantité que nous achetons, puisqu'avec vos 27% de fécule, il en faut presque moitié moins. Si vous répandez votre procédé, nous allons sauter. J'ai dit, vous n'allez pas sauter parce que vous faites le raisonnement que tout le monde a fait chaque fois qu'il y a eu l'apparition d'un progrès. Chaque fois qu'une nouveauté apparaît, évidemment, elle bouleverse les états de choses. Il faut évoluer, il faut se reconvertir. Si vous produisez de la fécule à moitié prix, eh bien, vous allez voir s'élargir le marché. En ce moment, je fais mon métier d'ingénieur conseil en vous disant ce qu'il faut faire quand on se trouve en présence d'un problème comme celui qui m'est soumis. Les choses en sont là, et on est en train, bon gré mal gré, de travailler la question, parce qu'évidemment, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. capable de me redonner un peu d'espoir, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des collègues à vous qui a une envie d'aider les gens, qui est curieux? Je vais vous dire, ce qui me fait le plus plaisir en ce moment, oui, c'est que je viens de découvrir, parce qu'une étude officielle a été faite, alors on doit pouvoir la retrouver sur le net, je ne connais pas les références par cœur, 40% des médecins généralistes commencent à douter des vaccins. Ah, ça, c'est une bénédiction, ça. Ouais, parce que moi, j'ai tellement recommandé à mes confrères de lire les livres de Sylvie Simon, une héroïne et une courageuse qui a écrit des bouquins sur... Elle a levé 2 lièvres, elle, par ses publications. C'est les vaccins, donc, qui sont une imposture et une honte absolue. Quand on sait qu'on peut prévenir n'importe quelle maladie en cas de doute, par un sachet de 20 grammes de chlorure de magnésium dans une bouteille d'eau minérale. Vous avez fumé vos rosiers, puis en les bricolant, en les taillant, vous faites une éraflure de la peau dans le fumier de cheval. On sait qu'il n'y a pas pire pour le tétanos. Vous désinfectez votre plaie et puis vous consommez votre magnésium sur 2 à 3 jours, votre bouteille. Vous n'aurez jamais le tétanos. Ouais, jamais. Mais il y a 2 Français qui ont fait des travaux absolument fantastiques sur le magnésium en France. Le docteur Delbet, qui a fabriqué un médicament qui d'ailleurs est toujours en vente en France, qui s'appelle la Delbiase.
DELBIASE. Oui. Mais malheureusement, c'est là qu'on voit que c'est dégueulasse, le système, parce que la formule originale, ils n'ont pas de chance, mais moi j'ai un Vidal qui a 60 ans. La formule a été changée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la Delbiase originale, il y avait 5 sels de magnésium, alors que dans l'actuel, il n'y en a plus que 3. Alors bon, le chlorure marche chez à peu près tout le monde. Vous vous rappelez de cette épidémie de chikungunya qui a avorté à La Réunion? Ouais. Là aussi, on nous avait dit, oh là là, il va y avoir des centaines de morts. Et puis en fait, j'ai une consoeur à La Réunion qui a fait venir je ne sais combien de cartons de sachets de 20 grammes de chlorure de magnésium qu'elle a distribué à la population. Génial. Comme ça. Et en fait, il n'y a pas eu d'épidémie. C'est magnifique, ça. Il y a eu, je sais pas, un mort peut-être, alors qu'on nous en annonçait des centaines, voire des milliers. Et c'est un truc génial, hein, la Delbiase. Il faut savoir que c'est un des plus vieux médicaments encore vendus. Ouais. Le plus vieux, c'est l'huile de Harlem, qui est aussi un truc fabuleux. Ça, je connais pas ça. Oh, l'huile de Harlem. Non, toutes les maisons devraient en avoir un flacon dans leur pharmacie. Ah, mais super. Oui. Ce médicament, il a été inventé par un alchimiste hollandais de la ville de Haarlem. Donc, ça s'écrit H2ARLEM. Tous les gens qui ont des problèmes d'arthrose, qui ont des problèmes de pulmonaires, qui ont des problèmes... C'est fabuleux, l'huile de Harlem. C'est Michel Donia qui a écrit ces 3 fameux bouquins génialissimes qui s'appellent « Prenez en main votre santé ». Ouais. Toute famille devra avoir dans sa bibliothèque. Lui, au départ, il était ingénieur chimiste. Puis ensuite, il a été pilote de ligne sur Caravelle. Ouais. Et puis ensuite, alors je ne sais plus pour quelle raison, il a commencé à s'intéresser à la santé. Et à l'âge qu'il a, c'est-à-dire 74 ans, il en sait plus sur la médecine que 99,9% de mes confrères. Quand vous voyez qu'avec un zappeur d'Hulda Clark, vous avez des gens tout autour de vous qui ont une grippe terrible, qui les fout au lit pour 15 jours. Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'attraper un truc qui ressemblait à un début de grippe. Une séance de zapper et c'est fini. Et ça a comme inconvénient quoi? 0. Parce que le zapper, alors bien sûr sur le net on en trouve entre 200 et 800 €, mais moi j'en fabrique qui me reviennent à 30-35 € le zapper, si on le fabrique soi-même. Et j'ai les plans, j'ai tout ce qu'il faut, ça revient à 35 €. Je les donne à qui veut, d'ailleurs j'en ai fabriqué environ une 60aine pour ma famille et mes amis. Il n'y a que depuis très peu de temps que je me suis mis à les vendre, le prix coûtant. Je compte pas le temps que j'y passe, j'en fais cadeau. Un très grand docteur de Paris m'a dit un jour, je vais faire un essai. J'ai une occasion unique. J'ai un couple, la femme pèse 108 kilos, le mari, lui, il est à 47. Alors évidemment, je vais essayer quelque chose. Je vous les envoie, donnez-leur de votre eau, que nous voyions ce que ça fait. D'abord, il a fallu dépenser énormément de salive pour leur faire comprendre qu'ils devaient boire l'eau tous les deux de la même bouteille. Le mari me disait comme un leitmotiv, mais si ça fait maigrir ma femme, moi ça va être une catastrophe pour moi. J'avais beau lui dire, mais non, c'est un régulateur glandulaire, elle est trop grosse, il y a des glandes qui ne marchent pas, vous êtes trop maigre pour la même raison, mais ce sont d'autres glandes, on va remettre votre hypophyse en route et vous allez voir. Enfin, il ne comprenait pas, mais il l'a fait tout de même. Mais le résultat a été ce que Gautier attendait. La femme s'est mise à maigrir et le mari a engraissé. Par conséquent, vous n'avez pas à redouter de devenir gros ou maigre en buvant de cette eau. J'en bois depuis 15 ans. Je pèse 63 kilos. Je peux faire n'importe quoi.
fabuleux, c'est que les trois personnes, Hulda Clark avec son zapper, Marcel Violet avec son eau dynamisée et Georges Lakowski avec sa mère, et ben ce qu'il y a de fabuleux, c'est que tout se recoupe. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues, de ne pas avoir d'idéologie, d'étudier les choses avec indépendance d'esprit et de chercher à faire la synthèse. Vous tirez les conclusions, seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Ooh.